Vous avez déposé donc un manuscrit pour, dans le cadre de votre thèse du doctorat de l'Université d'Angleterre, intitulée Cuisson à l'eau du plantain de Côte d'Ivoire. Contribution à la connaissance de la diversité des usages et des déterminants sensoriels et texturaux. On va donc vous donner 45 minutes pour vous donner l'essentiel de ce travail. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers parents, chers amis, chers invités, le travail que j'ai l'honneur de vous présenter a pour thème Cuisson à l'eau du plantain de Côte d'Ivoire, contribution à la connaissance de la diversité, des usages et des déterminants sensoriels et texturaux. Pour vous faciliter la compréhension de mes travaux de recherche, le plan suivant sera adopté. Une introduction générale situera le contexte de l'étude, tout en dégageant les problématiques, ainsi que les objectifs de départ que nous nous sommes fixés. La partie matérielle et méthode exposera toute la démarche méthodologique que nous avons utilisée pour atteindre ces objectifs-là. Les résultats obtenus, ainsi que leur implication scientifique, vous seront présentés en 3 chapitres liés à la diversité des plantains et à leur usage associé, à la qualité sensorielle du plantain bouilli et à la cinétique de raffermissement du plantain bouilli. Enfin, une conclusion générale et quelques perspectives viendront pour cette présentation. En introduction, il faut noter que le plantain, qui appartient à la famille des musacées, est une culture stratégique pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et financière dans tous les pays où il est produit. En Côte d'Ivoire, par exemple, ce sont environ 1,6 million de tonnes qui sont produites chaque année, avec une consommation individuelle estimée à 70 kg selon les dernières données de la FAO et du PNIA. Et si les travaux de Thier Benetal en 2017 et ceux de Woyi avant lui en 2015 rendent compte d'une diversité variétale importante au niveau national, il faut malheureusement reconnaître que la plupart de ces variétés-là sont méconnues, surtout sur le plan technologique et leur qualité sensorielle. En effet, il n'est pas du tout aisé de déceler les meilleures variétés pouvant répondre aux exigences culinaires des consommateurs, quand on sait que plus d'une trentaine de baies ont été dénombrées au Cameroun par Duri et Tal en 2002 et une vingtaine par Koulibaly en 2007 en Côte d'Ivoire. Au regard donc de ces constats, nous nous sommes demandé quelle est la diversité et quel usage des variétés de plantain de Côte d'Ivoire en lien avec l'acceptabilité sensorielle du consommateur. Et donc, au niveau de l'évaluation sensorielle des produits dérivés du plantain, les enjeux sont énormes, car dernièrement, les hybrides issus de récents programmes d'amélioration variétale se sont avérés très peu appréciés et dans leur majorité des cas, n'ont pas du tout été adoptés malgré leur bonne performance agronomique. Tout simplement parce que la plupart des descripteurs sensoriels n'auraient pas été pris en compte lors de leur élaboration. À côté, le stade de mûrissage des bananes influence la qualité sensorielle, que ce soit des mets et même des fruits, comme l'avait noté Ngo Newila et al. En 2005. Il était donc primordial pour nous, qualiticiens du domaine agroalimentaire, de disposer de critères sensoriels objectifs et surtout fiables qui pourraient être utiles à terme aux consommateurs, aux sélectionneurs et même aux transformateurs. C'est donc là tout l'enjeu du projet RTD Food, auquel est adossé mon projet doctoral, qui vise à intégrer très tôt les préférences des consommateurs dans les politiques d'innovation environnementale afin de les rendre beaucoup plus efficientes. En ce qui concerne l'évaluation de la texture instrumentale des musacées cuites à l'eau, les travaux de Gibert et al. En 2010 et ceux de Guy en 2000 ont permis une caractérisation instrumentale à chaud pour les premiers auteurs et à froid pour les seconds de la fermeté des musacées cuites à l'eau. Toutefois, ces études ont été réalisées que sur la matrice faite. Et au nombre des résultats majeurs que l'on peut retenir, c'est la différence de fermeté qui avait pu être mise en évidence, surtout en fonction du temps de cuisson qui était appliqué. Les travaux de Gibert et al. En 2010 ont proposé une équation de type 1
pour prédire le temps de cuisson de ces bananes-là. Avec les travaux de Bigot sur la banane de serre en 2013 et ceux de Thibaut et Tal en 2000 sur la pomme de terre Bouilly, nous nous sommes rendus compte que l'évaluation instrumentale et la texture des mulacées pouvaient être corrélées aux analyses sensorielles, ceci pour comprendre la perception sensorielle des consommateurs. Et de plus, l'évaluation instrumentale est une approche beaucoup plus facile à mettre en œuvre car et paraît beaucoup plus avantageuse pour un phénotypage à haut débit. Au regard donc de ce qui précède, si ces travaux précités permettent l'avancement des connaissances sur les musacées et leurs produits dérivés, il faut toutefois déplorer l'absence de description sensorielle de la banane utilisée. De plus, l'on ne savait rien des liens éventuels qui existeraient entre les descripteurs sensoriels et les paramètres instrumentaux. Du coup, nous nous sommes donc posé deux questions de recherche, à savoir, quelle est la contribution de la variété et du stade de mûrissage à la qualité sensorielle, notamment liée à la texture et à la saveur du plantain bouilli. Est-ce qu'il était possible de prédire les attributs sensoriels du plantain bouilli par des paramètres instrumentaux et physico-chimiques? Quant à l'évolution de la texture des musacées au cours de la cuisson, les travaux de Girardo Toro en 2015 ont mis en évidence une diminution de la fermeté au cours de la cuisson. Et la gélatinisation a été rendue majoritairement responsable de cette évolution-là dans les travaux de Gilbert et al. En 2010 et ceux de Guy en 2000. Malheureusement, en ce qui concerne l'évolution de la fermeté des musacées cuites à l'eau au cours du refroidissement, aucune information pertinente ne permettait donc d'appréhender ce phénomène-là. Seule une étude préliminaire réalisée par Dier en 2015 sur la banane de serre cuite à l'eau a mis en évidence l'effet du refroidissement sur la fermeté. Malheureusement, le faible nombre de variétés ici pris en compte, ainsi que le type même de banane considérée ici que la banane de serre et les paramètres physico-chimiques considérés, ne permettaient pas de disposer d'éléments entiers pouvant expliquer ce processus-là après cuisson. Nous nous sommes donc aussi posé une question de recherche au regard de cette problématique, à savoir comment évoluerait la fermeté de la pulpe de plantain au cours de son refroidissement, en prenant en compte l'effet de la variété, du stade de mûrissage et du temps de cuisson. Fort de tout ce constat et de ces problématiques que nous avons identifiées, nous nous sommes fixés 4 objectifs majeurs, dont le premier était d'inventorier les plantains ancestraux de Côte d'Ivoire et de définir les usages culinaires associés. En 2, d'explorer toute la diversité sensorielle du plantain bouilli en prenant en compte l'effet de la variété et du stade de mûrissage. En 3, nous avons tenté de prédire les attributs sensoriels liés à la texture, à la saveur du plantain bouilli à partir des paramètres physico-chimiques simples à mesurer. Et en dernier objectif, nous avons tenté d'appréhender l'évolution de la fermeté du plantain bouilli en prenant en compte aussi l'effet de la variété, du stade de mûrissage et du temps de cuisson. La partie qui va suivre va vous exposer toute la démarche méthodologique que nous avons utilisée pour atteindre ces différents objectifs-là. Et pour atteindre le premier objectif, une étude situationnelle de la production des plantains ancestraux en Côte d'Ivoire a été réalisée à travers une enquête à l'aide d'un questionnaire structuré. Et au nombre des informations collectées sur les plantains figurait la production des variétés, leur description physique et sensorielle, leur mode de transformation et de consommation. Concrètement, ce sont 87 villages qui appartenaient à 22 régions de la Côte d'Ivoire qui ont pu être sillonnés. Et dans chaque village, ce sont au moins 14 producteurs qui ont pu être interviewés. Nous rappelons que la taille totale des personnes interviewées a été définie selon la méthode de Magnani en 2004. L'ensemble des collectes a été réalisé sur la période allant de septembre à décembre 2017. En ce qui concerne la partie purement expérimentale, ce sont 16 variétés contrastées constituées de 13 plantains vrais de type AAB, de 2 hybrides à cuire de type 3AB et d'une banane de serre de type 3A qui ont été utilisées. Et les plantains vrais de type 2AB étaient constitués de plantains précoces, de 8 faux cols, de 3 French et d'un type intermédiaire entre le type French et le type faux col.
Et sur les figures d'extrême droite, nous vous présentons quelques variétés qui fait partie de notre jeu de données, parmi lesquelles vous pouvez reconnaître la variété Afoto, la variété Agnin et la variété Molignan. Quelle est la stratégie globale que nous avons utilisée pour étudier la qualité sensorielle du plantain bourri? Après réception donc, des fruits au stade vert, nous avons fait subir un mûrissage contrôlé aux bananes pour obtenir les stades mi-mûrs et mûrs, après exposition à l'éthylène, après respectivement 4 et 8 jours de mûrissage. Et donc les pulpes des fruits au stade vert, au stade mi-mûr et au stade mûr ont été cuites respectivement pendant 30 minutes, 20 minutes et 10 minutes. Et à l'issue de la cuisson, ces pulpes ont été refroidies à la température ambiante. Et lorsque la température de ces pulpes atteignit 60 degrés, ces pulpes-là ont été soumises à des analyses sensorielles, à des mesures de texture instrumentale par double compression et par électrométrie. Et enfin, ces pulpes-là aussi ont subi des analyses physico-chimiques. À travers ce tableau, je vais vous présenter les principaux descripteurs sensoriels du plantain bourri qui ont été utilisés pour décrire la qualité sensorielle du plantain bourri. Donc, comme nous l'observons ici, la fermeté, le farineux, le collant, le sucré et le vide ont été mesurés sur une échelle continue allant de 0 à 10, avec 0 représentant l'intensité du descripteur le plus faible et 10 représentant l'intensité le plus élevée pour un descripteur. L'intensité la plus élevée pour un descripteur. Seule la masticabilité a fait l'objet d'une mesure spécifique. En effet, compte tenu de la difficulté pour les panélistes d'évaluer cet attribut sensoriel-là, il a été demandé de déguster, comme à l'habitude, une même quantité d'échantillons et de répertorier sur la fiche de notation le nombre de masticabilités effectuées. Et à l'aide d'outils statistiques, le nombre de mastications pour chaque panéliste et pour chaque produit a été ramené sur une échelle de 0 à 10. Et nous rappelons que l'ensemble du protocole d'évaluation de la qualité sensorielle du plantain bourri a été défini en concertation avec un panel qui était constitué d'hommes et de femmes dont l'effectif était de 12 personnes. À travers ces slides, je vais vous présenter les principales étapes de l'analyse sensorielle du plantain bourri que nous avons réalisée. Et donc, sur la première photographie ici, je vous présente le système synchronisé de cuisson que nous avons dû mettre en place pour permettre aux échantillons pour permettre aux panélistes de disposer des échantillons à temps. Et lorsque les pulpes étaient cuites, celles-ci ont été découpées en des portions de 3 cm avant d'être disposées sur des sous-tasses en porcelaine et servies aux panélistes de façon monadique. Et pour le contrôle de la température, une sonde a été reliée à un échantillon de référence. Et lorsque la température au cœur de l'échantillon de référence atteignit 60 degrés, le top départ était donné aux panélistes afin que ceux-ci commencent à déguster les échantillons. Et nous rappelons que l'ensemble des panélistes étaient des personnes suffisamment qualifiées et entraînées pour déguster le plantain bourri. Le même jour des évaluations sensorielles, les mesures de texture instrumentale du plantain bourri ont été réalisées simultanément par pénétrométrie et par TPA. Et donc, une demi-portion d'un échantillon d'une pulpe entièrement cuite a servi au test de pénétration, tandis que des échantillons cylindriques ont été issus de l'autre demi-portion restante. Chaque échantillon cylindrique a subi donc une double compression en TPA à l'aide d'une sonde de 60 mm à une vitesse constante de 1 mm par seconde, avec une déformation imposée à l'échantillon de 20%. Quant au test de pénétrométrie, il a été réalisé à l'aide d'une sonde de 5 mm à une vitesse constante de 1 mm par seconde sur une distance de 20 mm. Et tout au long donc, des acquisitions de texture, la température des échantillons a été contrôlée en continu à l'aide d'un thermocouple. À travers cette figure, je vais vous présenter ici la lutte de la courbe qui est obtenue à partir du test de pénétrométrie, à partir de laquelle nous avons pu obtenir des paramètres liés au test de pénétrométrie. Mais seule la force maximale s'est avérée plus pertinente pour évaluer la texture en pénétrométrie. C'est donc cet attribut-là qui a été utilisé pour le reste de nos analyses statistiques.
Et sur cette courte figure, je vous présente le profil des textures obtenu cette fois à partir du test de double compression, encore appelé TPA. Et comme nous pouvons l'observer ici, une première compression a été réalisée, suivie d'une seconde compression, espacée d'un temps de latence de 10 secondes. Et la dureté ici représente la force maximale obtenue lors de la première compression, tandis que la cohésion représente le rapport de l'air sous la coupe de la deuxième compression par rapport à l'air sous la coupe de la seconde compression. L'élasticité n'est rien d'autre que le rapport de la longueur L2 par rapport à la longueur L1. Et l'adhésion représente l'air négative comprise entre les coupes obtenues lors de la première compression et celle obtenue lors de la seconde compression. Quelle est la méthodologie que nous avons utilisée cette fois pour étudier la cinétique de raffermissement du plantain mouillé? Et donc, toujours à partir de nos bananes obtenues à l'état vert, nous avons réalisé un mûrissage contrôlé après une exposition à l'éthylène dans un espace clos, nous a permis d'obtenir des stades de mûrissage mi-mûr et mûr, après respectivement 4 et 8 jours d'exposition. Et donc, les pulpes de ces différents stades, cette fois, ont été cuites aux 3 temps de cuisson de notre étude, qui étaient de 10, 20 et 30 minutes. Ces pulpes-là ont été cuites entièrement et individuellement dans un excédent. Et lorsque les pulpes étaient cuites, elles ont rapidement été essorées, puis transférées sur la plateforme de mesure de l'analyseur des textures. De tous les 10 degrés, une acquisition des textures était réalisée en allant de 100 degrés à la température ambiante. Et en moyenne, ce sont 8 perforations qui ont été réalisées tous les 2 cm en allant de l'extrémité pédonculaire de la pulpe vers son extrémité apicale. Et après donc ces mesures d'acquisition de texture et les tests d'analyse sensorielle, les analyses physico-chimiques ont aussi été réalisées. Ils nous ont permis d'obtenir des données liées à la teneur en amidon, à la matière sèche, au pH, à l'acidité titrate et à l'estrès sec solide. Les propriétés thermiques et fonctionnelles de ces bananes-là aussi ont aussi été mesurées en DSE et en RVA en utilisant la méthode de diffus étal en 2009. Pour nos résultats expérimentaux, on fait l'objet d'une analyse statistique à l'aide du logiciel ISTELSTAT de la version 2020. Et donc, des analyses multivariées de type ACP et des régressions linéaires multiples ont été réalisées au seuil de 5% pour tenter de prédire les attributs sensoriels du plantain mouillé à partir des paramètres instrumentaux. La précision de nos prédictions a été évaluée. La précision de nos prédictions a été évaluée à l'aide des coefficients de détermination, encore appelés R carré, et les écarts observés entre les valeurs prédites et les valeurs observées, encore appelés RMCE, sur un jeu de calibration qui était constitué de 27 échantillons issus des plantains vrais récoltés en Côte d'Ivoire. Tandis que la robustesse de nos prédictions a été évaluée à l'aide des écarts observés entre les valeurs prédites et les valeurs observées sur un jeu de validation, cette fois constitué de 8 échantillons qui étaient issus des autres plantains qui n'étaient pas des plantains vrais récoltés en Côte d'Ivoire. Après la construction de ces modèles de prédiction, une analyse de la sensibilité a été réalisée au seuil de 10% pour définir un seuil minimal requis pour un paramètre afin que les panélistes perçoivent une différence sensorielle entre deux produits en utilisant la méthode définie par Aketal en 2002 dans la méthode de calcul vous est présentée ci-contre. Et enfin, en ce qui concerne l'étude de la symétrie de raffermissement du contenu au cours du refroidissement, nous avons réalisé des régressions non linéaires pour tenter d'ajuster nos données expérimentales. La section qui va suivre va vous présenter nos résultats obtenus ainsi que leur implication scientifique en 3 chapitres comme initialement annoncé. Et donc, le premier chapitre concernera la diversité des plantains de Côte d'Ivoire et leur usage culinaire associé. À l'issue de l'étude exploratoire que nous avons réalisée à travers la Côte d'Ivoire, ce sont 22 variétés de plantains ancestraux
ont pu être repérés. Et si la plus grande production a été observée au centre-ouest et au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, comme l'avait déjà noté Thierry Ménétal en 2017, il faut toutefois savoir que la plus grande diversité des plantains ancestraux de Côte d'Ivoire a été observée à l'est et au sud-est de la Côte d'Ivoire, notamment dans les zones d'Abengourou et d'Angoissou. On pense que les populations de ces zones de production-là auraient par amour pour certaines variétés dû être pérennisées, ou encore que cette zone de production-là aurait bénéficié de la proximité frontalière avec le Ghana, qui est aussi mondialement reconnu comme un important producteur de plantain, selon les travaux de Michel en 2018 et ceux de l'ESCOT en 2015. Au niveau du mode de consommation et ou de transformation des plantains, la cuisson à l'eau a été le mode de transformation le plus cité, suivi de la forme braisée, de la forme friture et d'autres modes de consommation. La cuisson à l'eau était plus facile à réaliser pour les personnes un peu élevées et constituait une opération unitaire réalisable à tous les stades de nourrissage sans nécessiter réellement de coûts supplémentaires pour les consommateurs, contrairement à la forme friture qui, en plus d'être inhabituelle dans les zones rurales enquêtées, entraînerait des coûts supplémentaires pour les consommateurs. Quelques variétés les plus prisées dans les zones parcourues ont pu être notées. Nous avons représenté certaines d'entre elles à travers ce diagramme et elles ont été aussi associées à des usages culinaires qui étaient les plus utilisés. Il est revenu que les plantains de type vrai-col et les faux-cols qui sont naturellement de plus grande taille et donc plus charnus sont faciles à écraser et très malléables, donc plus indiqués pour la confection du foufou. D'autres variétés aussi, faux-cols telles que les variétés Amletia, Banamboa, Banadia et Mollet Kotomba, sont des faux-cols seraient aussi indiqués pour la confection du foutou, car permettrait d'obtenir des foutous bien fermes avec des colorations beaucoup plus appréciées. À côté, les plantains de type French, tels que les variétés Agnerin, Ingritia et Moligna, qui possèdent une capacité de liaison entre secs, permettrait d'obtenir un foutou bien ferme et surtout bien tendre, et aussi serait apprécié sous la forme bouillie ou en forme appréciée. Au stade de plein mûrissage, ce type de plantain-là permettrait d'obtenir un alcool beaucoup plus utile par rapport aux autres variétés. Alors, comme Marimo étale en 2020 en Ouganda, il a été constaté que l'ensemble des critères de préférence de cette variété-là reposait principalement sur la texture, le goût sucré, la coloration et quelques exigences esthétiques de type absence d'ovules apportées dans le fruit, que certains appellent grain noir. En conclusion donc de cette première partie de notre résultat, il faut retenir que ce sont 22 plantains ancestraux de Côte d'Ivoire qui ont été inventoriés. Et la plus grande diversité variétale a été observée à l'est de la Côte d'Ivoire et quelques particularités sensorielles pourraient être exploitables. Et ces particularités-là sont liées notamment à la texture, au goût sucré, à des colorations et à quelques exigences esthétiques que certains consommateurs n'hésitent pas à associer à des mets spécifiques lorsque ceux-ci ont le choix. Et enfin, la cuisson à l'eau est apparue comme le mode de transformation ou de consommation le plus populaire dans ces zones parcourues. Le deuxième chapitre de nos résultats traitera de la prédiction de la texture et du goût sucré du plantain bouilli à partir des paramètres instrumentaux et physico-chimiques. Donc, à travers cet ACP, nous présentons la cartographie sensorielle du plantain bouilli. Pour plus de 95% de la variance est ici expliquée. Comme nous l'apercevons, la fermeté, la masticabilité et le farineux ont été expliqués selon l'axe F1 qui exprime plus de 88% de la variance, ainsi que le goût sucré et l'impression publique. Ce même axe F1 sépare clairement nos échantillons en fonction de leur degré de mûrissage.
il a été observé que la fermeté, la masticabilité et le farineux diminuaient avec le stade d'avancement du message des fruits, contrairement au goût sucré et à l'impression humide. Le collant de nos fruits au stade mûr était significativement différent de ceux des fruits au stade mûr et au stade vert. Et ce collant s'exprimait selon l'axe F2. Et globalement, les différences sensorielles dues au stade de mûrissage étaient plus élevées que la variabilité entre nos variétés pour un stade de mûrissage considéré. À travers cette diapo, j'interprète les prédictions de la texture du plantain bouilli obtenues à partir des paramètres instrumentaires. Donc, comme nous l'observons sur la figure 1 et la figure 2, la fermeté en organisme qui est perçue par le consommateur est très bien expliquée par la force de pénétration et la dureté mesurée en double compression. Cela se remarque très bien par le très bon ajustement de nos données de calibration ici, représentées par des croix, et les données de validation ici représentées par des points noirs. Et sur la figure 1, par exemple, le R carré, ou coefficient de détermination, dont la valeur est égale à 0,80, signifie que 80% de la variabilité de la fermeté perçue par le consommateur est expliquée par la force de pénétration. Et l'erreur RMC ou la RMC ici inférieure à 1 signifie que l'erreur de nos prédictions est inférieure à 1 point sur une échelle de 0 à 10, ce qui traduit la très bonne prédiction de nos attributs sensoriels et aussi la robustesse, donc la robustesse de nos modèles de prédiction. De bonnes prédictions aussi des attributs sensoriels tels que la masticabilité, le farineux et l'impression humide en bouche ont pu être obtenues à partir des paramètres instrumentaux de texture, excepté pour le collant. En effet, la dureté ici a permis de prédire efficacement la masticabilité avec un R carré de 0,84 et une erreur quadratique moyenne de 0,5. Cette bonne prédiction confirme ici l'efficacité de la méthode que nous avons utilisée pour évaluer cet attribut-là, qui consistait donc à déterminer le nombre de mastications effectuées par le juge. La prédiction de l'attribut farineux et de l'impression humide par la dureté et dans une moindre mesure par l'élasticité est assez inattendue. Nous pensons que la collinéarité entre les attributs sensoriels, notamment puisque les fruits les plus faibles étaient aussi les plus farineux et humides, cette collinéarité-là aurait contribué à la bonne prédiction à la prédiction du farineux et de l'impression humide. Et on espérait aussi que le collant perçu par le consommateur puisse être efficacement prédit par l'adhérence mesurée en double compression. Malheureusement, aucune tendance claire n'a pu être observée, à en juger ici par le R carré excessivement faible ici. Cela pourrait se justifier par la difficulté pour les panélistes d'évaluer toute l'échelle du collant, ou encore que les tests de pénétrométrie ou de TPA utilisés ici pour mesurer cet attribut-là ne seraient pas les tests les plus rapprochés. En ce cas-là, il faudrait peut-être envisager l'utilisation des tests de relaxation, comme l'avait suggéré Kojima et al. En 1994. De bonnes prédictions des attributs sensoriels aussi ont pu être obtenues, cette fois, à partir des paramètres physico-chimiques tels que les stress secs soumis, la matière sèche, l'acidité, etc., avec des R carrés supérieurs à 0,85, sauf pour le collant. En effet, pour prédire la fermeté et la masticabilité, le stress secs soumis a été associé à la matière sèche, qui est connue pour influencer les attributs de texture des féculents cuits, comme l'avait noté Ngalami et Tchano en 1997 sur la banane, et Tigensen et al. En 2001 sur la pomme de terre. La contribution de l'estrès sexuel dans la prédiction de certains paramètres ici aurait été due à un effet indirect de cet attribut-là, qui est connu pour donner des indications sur l'état de mûrissement des fruits et donc de renseigner sur le taux d'hydrolyse de l'amidon et aussi de solubilisation des produits.
qui sont le socle de la rigidité solidaire, comme l'avait noté Paraba et Baguerani en 1989. Par ailleurs, nous n'avons pas été en mesure d'expliquer la mauvaise prédiction du collant à la sécurité titrale, comme cela avait été aussi observé dans les travaux de Bigot et Tal en 2013 sur la banane de sel. Alors, à l'issue de la construction de nos modèles de prédiction, une analyse de la sensibilité nous a permis de définir un seuil minimal requis pour un prédicteur afin que les panélistes puissent percevoir une différence significative entre deux échantillons de plantain bruit pour un attribut donné. Et donc, pour que les panélistes perçoivent une différence de fermeté entre deux échantillons de plantain bruit, il faut une différence de force de pénétration de 2,5 Newton. Aussi, il faut une différence de dureté de 0,41 Newton par millimètre carré et de 0,30 Newton par millimètre carré pour que les panélistes perçoivent respectivement une différence de fermeté et une différence de masticabilité entre deux échantillons de plantain. En ce qui concerne les prédicteurs des attributs sensoriels par les paramètres physico-chimiques, il faut une différence de 3,7 degrés Brix pour que les panélistes puissent percevoir une différence de goût sucré entre deux échantillons de plantain. En conclusion de ce deuxième chapitre, il faut reconnaître que ce travail nous a permis de définir un vocabulaire sensoriel spécifique au plantain bruit qui jusqu'à maintenant était inexistant. Ce vocabulaire nous a permis de représenter la diversité sensorielle du plantain bruit et nous nous sommes rendus compte que cette diversité-là est d'abord dépendante du stade de mélissage et ensuite de la variété. Les prédicteurs de la texture, notamment liés à la fermeté, à la masticabilité farineuse et à l'impression humide, ainsi qu'au goût sucré, ont pu être identifiés et pourraient valablement être utiles pour le sélectionneur dans leur politique d'amélioration environnementale. Enfin, notre méthodologie assez claire et reproductible pourrait servir de référence pour d'autres recherches sur des matrices alimentaires de toute origine. À travers ce troisième chapitre, je vous présenterai les résultats préliminaires obtenus lors de l'étude de la cinétique du raffermissement du plantain. Donc, comme nous l'observons sur la figure ci-contre, la fermeté des pulpes tendait à diminuer lors de la cuisson, se matérialisait par une diminution de la force maximale de pénétration, qui avait déjà été observée par d'autres auteurs avant cette étude, suivie cette fois d'une augmentation de la fermeté au cours du refroidissement. Ce phénomène était assez perceptif, quelles que soient les variétés considérées ou le temps de cuisson appliqué. Et donc, dans nos tentatives de pouvoir expliquer ce phénomène de raffermissement observé après la cuisson, nous avons opté pour un ajustement proteinéal et nous nous sommes rendus compte que jusqu'à la sortie du bain de cuisson, c'est-à-dire autour de 100 degrés environ, la fermeté des pulpes tendait à diminuer légèrement ou d'évoluer quasiment pas pour certaines variétés jusqu'à 80 ou 70 degrés, suggérant que l'intérieur de la pulpe continuerait à cuire après le retrait du bain de cuisson. Toutefois, après 80 ou 70 degrés en moyenne pour certaines variétés, là où le refroidissement était beaucoup plus marqué, la fermeté tendait à augmenter rapidement, passant de 5 au triple en moyenne jusqu'à la température ambiante. À travers cette figure, nous avons voulu vous présenter l'effet de la variété, du stade de mélissage et du temps de cuisson sur le raffermissement du contenu que nous avons observé, en prenant en compte 6 variétés de pyracées ici, au stade vert, au stade mûr, après les temps de cuisson de 10, 20 et 30 minutes. Nous observons que la fermeté tendait à augmenter, quelle que soit la variété et le temps de cuisson considéré, et que ce raffermissement-là fluctuait en fonction du temps de cuisson, du stade de mélissage et de la variété. Alors, si l'ajustement polynomial ici que nous avons utilisé pour décrire ce phénomène-là semblait satisfaisant, il faut tout de même déplorer l'absence de paramètres textilo-quantitatifs qui permettrait de donner un sens beaucoup plus mécanistique au phénomène observé.
Nous avons donc opté pour une seconde approche qui, cette fois, visait à scinder le processus observé en 2 phases successives, suivant chacune une équation de type F égale à AS pour le début. Et la phase phi 1 ici correspondait à une baisse plus ou moins marquée de la fermeté, tandis que la phase phi 2 correspondait à un accroissement continu de la fermeté. Il faut rappeler que selon la littérature, surtout lors de la cuisson, plusieurs modèles ont été utilisés dans la revue de la littérature menée par l'II en 2017. Et en ce qui concerne la forme de terre bruit, Micha et Tal en 2006 ont opté pour une équation d'ordre 1 qui décrit la perte de fermeté en cours de cuisson, tandis qu'Alvarez et Tal en 2001 ont opté pour une phase successive pour décrire la perte de la fermeté lors de la cuisson pour des températures autour de 80-70 degrés. Alors pour nous, cette approche qui vise à scinder le processus de raffermissement en 2 phases distinctes semblait plus avantageuse car elle nous donnait la possibilité d'identifier les paramètres quantitatifs liés au raffermissement de nature à pouvoir comparer les variétés entre elles. Et donc, au total, ce sont 22 variétés quantitatives qui ont pu être identifiées et ou calculées, dont certains vous sont présentés à travers cette figure. Nous pouvons aisément voir la fermeté initiale ainsi que la fermeté finale obtenue expérimentalement, avec leur température et leur temps correspondant. La fermeté initiale calculée en utilisant notre méthode en 2 phases, et ainsi que l'intersection entre la phase I1 et la phase I2 avec sa température et son temps de cuisson correspondant. Toutefois, ce sont 2 paramètres qui nous semblaient plus pertinents et discriminants qui ont été utilisés pour la suite de nos analyses statistiques. Il s'agissait de la constante de vitesse 4 obtenue sur la phase I2, estimée sur la phase I2, et la vitesse de raffermissement en newton par degré, dont la méthode de calcul nous est présentée ici. L'analyse statistique de ces paramètres identifiés a tout de même montré une forte variabilité de nos paramètres spécifiques liés au raffermissement. Alors, si cette variabilité-là suggère de pouvoir différencier les différents cultivars, elle nous suggère aussi de pouvoir optimiser notre méthode et surtout de rapprocher nos mesures d'acquisition, surtout en début de raffermissement, là où le refroidissement est beaucoup plus rapide. Et dans nos tentatives de pouvoir corréler donc, les paramètres cinétiques identifiés, notamment la vitesse de raffermissement et la constante de vitesse K, aux caractéristiques physico-chimiques, thermiques et fonctionnelles, nous avons fait le choix d'utiliser les variétés au stade mûr pour lesquelles la dispersion était moins importante. Et si des modèles ont pu être construits avec des observations encourageantes, il faut tout de même avouer que certaines interprétations restaient difficiles à interpréter en l'état actuel des données. En conclusion de ce 3e chapitre, nous devons retenir que cette étude a permis de mettre au point une méthode de suivi de la cinétique du raffermissement du protéine brut, même si elle va être optimisée pour un ajustement plus optimal de nos données, et aussi que le raffermissement du plantain brut a pu être déduit pour la toute première fois sur une matrice amylacée, comme la canal plantain, qui est un produit assez hétérogène. Et nous nous sommes rendus que ce raffermissement-là fluctuait en fonction du stade de mûrissage, de la variété et du temps de cuisson qui était appliqué. Et de notre point de vue, le modèle en 2 phases successives semble plus pertinent pour donner un sens assez mécanistique au phénomène que nous avons observé. Enfin, bien entendu, ces résultats sont des tendances préliminaires. Et si certains modèles ont pu être construits sur la matrice éclair, il faut tout de même avouer que certains modèles restent difficiles à construire lorsque les tendances sont assez éloignées. En conclusion générale de ce travail, retenons que des particularités sensorielles et technologiques de certaines variétés ont pu être identifiées et sont pour la plupart recherchées par les consommateurs. Et ceux-ci n'hésitent pas à associer à des mets culinaires lorsqu'ils ont le choix. Et la deuxième partie de nos travaux a permis de présenter la diversité sensorielle du plantain brut avec des descripteurs qui ont pu être identifiés pour la première fois. Et nous nous sommes rendus compte que la diversité dépendait du stade de mûrissage et de la variété. Et des prédicteurs robustes et fiables de la texture ainsi que du goût sucré du plantain brut ont pu être identifiés et pourraient valablement être utilisés en politique d'innovation environnementale.
L'évolution de la fermeté du plantain au cours de la cuisson, pendant au cours du refroidissement, a pu être décrite aussi pour la toute première fois. Et nous nous sommes rendus compte que cette évolution a fluctué en fonction de la quantité, jusqu'à des ministères et du temps de cuisson qui étaient appliqués. Et le modèle en deux phases complémentaires semblait plus pertinent de notre point de vue pour donner un sens à mécanistique au phénomène concerné. Enfin, la méthodologie claire et assez reproductive que propose notre travail pourrait être utilisée et servir de référence pour d'autres études similaires sur des matrices alimentaires de type production. Bien entendu, des perspectives pourraient être réalisées pour améliorer ces résultats que nous avons obtenus à travers la réalisation des tests consommateurs du plantain bouilli sur un panel assez large et diversifié pour déterminer un seuil d'acceptabilité du plantain bouilli. Et en deux aussi, il serait intéressant d'évaluer la diversité aromatique du plantain bouilli et aussi de rechercher les paramètres texturaux et physico-chimiques du plantain cru qui seraient à l'origine de la variabilité des traits sensoriels tels que le farine, le collant et la fermeté. Quatrième point, il serait intéressant aussi d'appliquer cette méthodologie à d'autres produits dérivés du plantain bouilli, tels que les produits texturés de type foufou, fufu, ou encore d'autres produits frits de type alupo ou de chiffres. Enfin, en ce qui concerne l'étude de la cinétique, le raffermissement du plantain bouilli, il serait aussi intéressant d'explorer d'autres approches complémentaires pour pouvoir optimiser la méthode, surtout en maximisant les points d'acquisition en début de raffermissement, en incluant la contribution des composés paléto et hectiques au processus, ou en incluant l'observation histo-anatomique des cellules au cours de leur raffermissement. Les résultats de ce travail ont fait l'objet de deux publications parues dans les journaux de la communauté de lecture et impact facteur et d'une communication internationale. Le troisième article est actuellement en cours de rédaction et concerne la troisième partie de nos résultats qui concerne la compréhension de la cinétique du raffermissement du plantain. Alors, je ne pourrais terminer cette présentation sans remercier l'État de Côte d'Ivoire qui, à travers la direction des bourses, a bien voulu financer les séries doctoraux en France pour y mener ses recherches. Je remercie aussi l'Université d'Amiens en Côte l'UFSTA pour la formation de qualité que j'ai reçue dans toutes ces années académiques. Aussi, merci à l'État français, à CIRA, à l'UML à l'issue du DFTDFO, pour l'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié, ce qui m'a permis de travailler dans un environnement assez convivial. Je ne remercierai jamais assez mes encadrants, le professeur Assema Abdelma, le docteur Olivier Gilbert et Bureau, avec qui j'ai pris énormément de plaisir à apprendre. Je remercie aussi les autres membres de mon comité de thèse, les docteurs Layal Dadou, le docteur Gilles, le docteur Boni et le docteur Agnès Roland-Stabato. Je remercie aussi les féminins sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Et je remercie tous les chercheurs, les doctorants, les panélistes, les techniciens qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Je remercie les rapporteurs et les éminents membres de ce jury qui ont accepté d'évaluer la qualité de ce travail. Enfin, merci à toute ma famille pour le constant soutien dont j'ai bénéficié durant cette année académique. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, chers parents, chers amis, tout en vous souhaitant de toujours avoir la banane, je vous remercie de votre aimable attention.